Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire proposé par Invest in Bordeaux. Je m'appelle Yann Vuannec, je suis journaliste à Place Éco et c'est moi qui vais animer. Il y a un an, nous commencions tous à entendre parler d'un virus qui se propageait en Chine. On y prêtait plus ou moins attention. Et puis, il y a 10 mois, la France plongeait dans une terrible période d'incertitude économique et sanitaire avec donc la crise de Covid-19. De nombreux dispositifs ont été mis en place par l'État et les collectivités locales pour soutenir les entreprises. Très nombreux dispositifs même, au point que l'on peut se perdre parfois dans les méandres des aides, des critères de soutien, des calendriers. Invest in Bordeaux vous propose aujourd'hui un focus sur deux acteurs incontournables du plan de relance, la Banque des Territoires et BPI France. Ils sont déjà là à l'écran, vous voyez, il y a la team rouge, la team jaune, vous ne pouvez pas les rater, ils vont se présenter. Mais connaissez-vous exactement les dispositifs auxquels vous avez accès ? 100 milliards d'euros seront déployés par l'État dans le cadre du plan de relance. Transformation numérique, reconquête industrielle, transition écologique, renforcement des fonds propres, leaseback immobilier. Les mesures sont nombreuses et concernent toutes les entreprises, la start-up, la TPE, la PME, le TI, le grand groupe, les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ce webinaire doit vous permettre d'y voir plus clair dans les dispositifs auxquels vous avez accès. Et pour vous éclairer, donc, les deux grands témoins du jour, Patrick Martinez, directeur régional Nouvelle-Aquitaine de la Banque des Territoires, et Laurent Declercq, directeur régional BPI France. L'idée aujourd'hui, pendant 1 heure, ce n'est pas de vous expliquer un à un tous les dispositifs qui sont mis en place. Ils sont beaucoup trop nombreux, on y passerait une journée. L'idée, ça va être d'aller faire des focus sur certains thèmes, sur certains dispositifs assez concrets qui sont mis en place en région Nouvelle-Aquitaine et en France, évidemment. Vos questions sont évidemment les bienvenues. C'est un webinaire. Il y a un chat avec une colonne sur votre droite. Donc, posez vos questions à nos intervenants. Je les sélectionnerai et ils pourront y répondre. Nous profiterons également pendant cette heure de 2 témoignages, 2 entrepreneurs qui ont profité de mesures de soutien et qui nous expliqueront tout à l'heure exactement comment ça a été mis en place dans leur société. La première question, elle est assez basique, mais elle est absolument nécessaire. Elle s'adresse à nos 2 invités. Présentez-nous en quelques mots les 2 structures que vous représentez. Patrick Martinez, on va démarrer par vous. Bonjour à tous. La Banque des Territoires, c'est la Caisse des dépôts. C'est, je dirais, sa nouvelle appellation marketing depuis 2 ans et elle s'inscrit pleinement dans ce que veut faire la Caisse des dépôts, c'est d'être au plus près des territoires pour pouvoir aider les porteurs de projets, qu'ils soient publics ou privés, à mettre en œuvre leurs projets. Donc, la Banque des Territoires en Nouvelle-Aquitaine, c'est une organisation de 85 personnes sur 4 sites, Bordeaux, à Limoges, à Poitiers et à Pau, avec des collaborateurs sur le terrain en proximité pour intervenir notamment sur les dimensions d'investissement. On reviendra dans le détail dans quel domaine, de prêt, de soutien à des professions avec qui nous avons des liens particuliers, notamment les professions juridiques, notaires, huissiers, greffiers, et tout un travail qui se fait donc dans l'accompagnement du développement territorial dans une logique bottom-up. Donc, on est, je dirais, là-dessus, dans l'artisanat industriel, je veux dire. C'est-à-dire qu'on regarde les projets, on les traite et on fait du spécifique avec nos moyens au titre des fonds d'épargne et des fonds propres de la section générale de la Caisse des dépôts. Très bien. Merci pour cette succincte présentation. Laurent Declercq. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Bon, BPI France, donc c'est la Banque publique d'investissement, pour rappel, créée en 2013, par la réunion de différents ensembles qui préexistaient, OSEO, le FSI, CDC Entreprises. On est détenu donc par l'État principalement et par la Caisse des dépôts, mais également par l'ensemble des banques françaises qui détiennent environ 1% du capital de BPI France. Notre mission, c'est de financer la croissance des entreprises françaises, contribuer au développement économique, à la création de valeur et indirectement à la création d'emplois. On fait ça au travers de 7 métiers, 7 lignes métiers, le financement de l'innovation, le financement des investissements, qui soient matériels immobiliers ou incorporels, BFR, etc., principalement en cofinancement avec les banques privées, la garantie des prêts bancaires, 3e métier, qui est un métier important en volume, l'intervention en fonds propres, à la fois en direct, puisqu'on gère un certain nombre de fonds d'investissement, et en indirect, puisqu'on a activité de fonds. On souscrit aux côtés d'autres investisseurs à des fonds qui soient nationaux ou régionaux. 5e métier, c'est le financement de l'international.
au travers de toute une gamme de dispositifs comme l'assurance prospection, des dispositifs publics. Un métier plus récent, mais très important aujourd'hui chez BPI France, qui est l'accompagnement. Donc, ça consiste principalement du conseil, de la formation, de la mise en réseau et également par le biais d'accélérateurs d'entreprise. Et dernier métier qui est le soutien à la création d'entreprise, puisque une activité historique d'ailleurs de la Caisse des dépôts qui a été greffée à BPI France là, il y a 2 ans, on finance les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise et les dotations auprès d'honneurs, généralement en cofinancement avec la région. Au total, en 2019, 2 chiffres, puisque j'ai pas les chiffres 2020 encore tout à fait définitifs. Sur Nouvelle-Aquitaine, c'est 6500 entreprises financées ou accompagnées pour 1,4 milliard d'injectés sur le territoire. 5 implantations, Bordeaux, Pau, La Rochelle, Poitiers, Limoges. Bravo, merci pour cette présentation. Alors aujourd'hui, on va se focaliser plus précisément sur le plan de relance. Expliquez-nous pour chacun d'entre vous un panorama un peu global sur ce que vous faites et pourquoi l'État a choisi de faire appel à vous pour déployer ce plan de relance. Patrick Martinez, on va démarrer par vous. Le plan de relance, la Caisse des dépôts, dans sa globalité, il contribue pour 3 milliards sur des fonds supplémentaires mis à disposition sur les 100 milliards affichés par l'État. Mais on a tendance, nous, à afficher, je dirais, nos fonds propres mis à disposition habituellement de nos capacités d'investissement et de prêt, ce qui fait qu'on peut arriver sur jusqu'à des montants de 22 à 25 milliards d'euros pouvant être disponibles à l'occasion d'un plan de relance. Bon. Simplement, l'État a fait un focus dans les 100 milliards sur 3 milliards émanant de la Caisse des dépôts dans les segments. Alors, quels sont les segments sur lesquels nous sommes particulièrement appelés dans le cadre du plan de relance? Encore une fois, à travers l'accord passé avec l'État ou la demande de l'État qui nous est faite, c'est le logement. Puisque nous sommes aussi un partenaire historique du logement social, on est le principal financeur. La partie tourisme que nous partageons avec BPI, on y reviendra tout à l'heure. La partie relocalisation industrielle, un sujet extrêmement sensible, avec toutes les conditions de mise en œuvre de cette relocalisation. La partie commerce, sur laquelle on nous demande d'être un acteur notamment de la création de foncières de redynamisation. La partie transition écologique et environnementale, où on est aujourd'hui extrêmement présent d'ores et déjà. Et la partie médico-sociale, puisque nous sommes aussi dans une inscription de réponse à la crise sanitaire actuelle par des réponses pouvant être apportées dans des investissements supplémentaires dans le matériel et l'immatériel. Bon. Il y a une carte à l'écran qui nous montre un peu de façon schématique les domaines d'intervention de ces derniers mois. Alors, ceci, c'est la présentation de nos principales opérations de l'année 2020. L'année 2020 s'est traduite par un résultat d'environ 1,1 milliard pour la direction régionale, très largement réalisé sur notamment les prêts aux offices pour le logement social, qui représente pratiquement 800 millions. Mais ce qu'on peut voir, c'est la diversité de nos interventions à travers cette carte. Nous sommes autant l'actionnaire qui a remis au cours de l'année 2020 pratiquement 20 millions d'euros pouvant générer jusqu'à 300 millions d'engagements sur le Futuroscope 2. Sujet d'attractivité fort pour le nord de la Nouvelle-Aquitaine, comme celui qui est allé investir notamment sur le photovoltaïque avec la société JPEG dans la plus grande centrale photovoltaïque urbaine à Bordeaux-la-Barbe. 60 millions d'euros, dont nous avons pris 5 millions d'euros d'investissement. Autre sujet que je peux citer qui est significatif, c'est la création de foncières de redynamisation pour les commerces et le développement de l'immobilier d'entreprise à Angoulême et dans la Charente, à travers la SA Charente, ou à travers ce qui a été fait sur Brive, autour de la SAM 19 territoire. Ok. Bon, merci pour ces quelques exemples. La même question pour BPI France. Quel rôle jouez-vous et pourquoi l'État a fait appel à vous?
Oui, alors le plan de relance finalement fait suite assez directement au plan de soutien, puisque même parfois les deux sont assez imbriqués. On a parlé d'ailleurs de sommes très importantes, puisque vous savez que les enveloppes au total, c'est 100 milliards d'euros. Peut-être pour rappeler que les 100 milliards, ils sont scindés en trois grandes thématiques, que sont l'écologie pour 30 milliards d'euros, la compétitivité 34 milliards et la cohésion pour 36 milliards. Et du coup, il y a plusieurs opérateurs publics en charge de déployer ces différentes mesures. Et c'est là où parfois, on a eu pas mal de questions, de manque de clarté, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu derrière nous. Pour BPI France, et parmi les opérateurs publics, bien sûr, la Banque des Territoires et BPI France pour une part importante de cette somme de 100 milliards. Donc, pour BPI France, c'est en plus de nos missions habituelles, un rôle un peu contracyclique qui est logique de demander à une banque publique en période de crise. Et d'ailleurs, nous l'avions fait lors de la dernière crise en 2008-2010, à l'époque sous le nom d'OSEO ou du FSI. Dans les grandes lignes, donc on a à la fois des interventions en direct qu'on a nous regroupées dans le cadre d'un plan tourisme, donc qui est conjoint avec la Banque des Territoires et qu'on détaillera un peu plus. Un plan climat également, et vous entendrez beaucoup parler de banque publique de climat, je pense, cette année, notamment côté BPI France et Banque des Territoires aussi, puisqu'il y a des gros moyens qui sont mis pour contribuer à la décarbonation du pays. Et un plan export aussi, donc un plan de relance export dans lequel BPI France est intégré à la Team France Export, dans lequel on trouve le Chambre de commerce, Business France, la région, etc. Un plan French Touch pour les entreprises culturelles et créatives. Et dans tous ces plans, généralement, pour simplifier, on va intervenir soit en prêt moyen terme sans garantie, donc des prêts assez intéressants avec des différés de remboursement, ou en fonds propres. En parallèle, on est aussi opérateur pour l'État pour tous les appels à projets et donc opérateur, c'est-à-dire on fait l'instruction et puis après on gère la partie contrat et c'est nous qui versons les fonds pour les plans automobiles, plans aéronautiques, les secteurs industriels critiques comme la santé par exemple et le plan territoire d'industrie. Voilà. Bien sûr, on poursuit toutes les mesures du plan de soutien parce que, comme je disais, les deux sont imbriqués et c'est pas totalement terminé. On est encore un peu entre les deux phases, entre les entreprises qui sont encore à gérer un peu la trésorerie et d'autres qui se projettent sur des investissements. Voilà en gros. Évidemment, tout le monde a entendu parler du PGE, c'est comme là-dessus que vous êtes très identifié. Donnez-nous un peu quelques indications, quelques chiffres, et puis précisez-nous le calendrier, parce qu'on entend dire que des reports seront possibles pour commencer à rembourser. Oui, alors le PGE, bien sûr, c'est une des mesures phares du plan de soutien, puisque a été prévu dès le 15 mars une possibilité pour les banques de prêter jusqu'à 300 milliards d'euros aux entreprises, qu'elles soient TPE, PME ou ETI ou grandes entreprises, avec la couverture de l'État en garantie à première demande à 90%. Donc BPI France gère la garantie de l'État, mais ce sont les banques, bien sûr, BPI France pour une petite partie, mais notre poids est de l'ordre de 5%, 5-6%. Ce sont les banques qui font les prêts avec notre garantie. Ça a été une des mesures phares avec le chômage partiel, quand même, il faut le citer, et le fonds de solidarité pour les entreprises. À date, je peux vous donner quelques chiffres. En France, c'est 120 milliards qui ont été mis en place pour les entreprises, environ 638 000 entreprises. En Nouvelle-Aquitaine, 8,5 milliards pour 62 000 entreprises. Et en Gironde, 3,6 milliards, 22 500 entreprises. Donc, on a bien sûr une majorité de TPE. Voilà, on retrouve après j'allais dire, dans la distribution du PGE, la pyramide des entreprises françaises. Alors oui, sur la question que vous posiez quant à des prolongations, est-ce qu'il est encore temps de solliciter un PGE? Initialement, c'est une mesure qui devait s'arrêter au 31 décembre, qui a été prolongée jusqu'au 30 juin 2021. Et donc, comme je vous donnais les chiffres, 120 milliards pour 300 milliards, sur le papier, il reste bien sûr une capacité de tirage importante. Donc, il est encore temps d'aller voir son banquier et demander un PGE. Alors, je dirais, attention, un PGE, c'est un prêt, donc un crédit, ça reste un crédit, il faut le rembourser. Donc, même s'il y a des bornes, puisqu'on ne doit pas dépasser un certain plafond, qui reste d'ailleurs calé sur le chiffre d'affaires 2019, le calcul des 25%. Et peut-être une précision importante quand même, ce qui a été ajouté comme mesure, c'est que, puisque les premiers PGE ont démarré en mi-mars, fin mars, ils vont devoir commencer à rembourser à partir de mars 2021 par les entreprises. On a possibilité d'amortir le crédit donc sur la durée jusqu'à 5 ans, mais d'inclure une nouvelle période de différé d'1 an. Voilà. Donc, c'était un prêt avec 1 an de différé. On arrive à l'échéance de la première année.
les entreprises ont faculté de demander 1 an supplémentaire de différé, donc ce qui donne un peu d'oxygène avant de commencer à rembourser le capital. Merci pour ces précisions. Donc, j'ai indiqué aux internautes que nous allons faire plusieurs focus. On va d'abord parler d'investissement, ensuite d'immobilier. Troisième partie sera le digital. La quatrième partie, les filières et le tourisme. Et cinquième partie, encore une filière, la transition écologique. Et donc, on attend vos questions si vous souhaitez interroger Laurent Calbiac et Patrick Martinez. Premier focus, c'est celui de la question de l'investissement. Et je vais interroger Patrick Martinez à ce sujet-là. Vous jouez un rôle qui est parfois un peu méconnu avec de l'investissement en haut de bilan. On connaît plus le rôle de BPI là-dessus. Expliquez-nous ce que vous pouvez faire. Alors effectivement, on peut rentrer au capital de certaines sociétés pour la mise en œuvre de projets de développement. Voilà. L'idée, c'est évidemment d'intervenir dans la constitution de sociétés, par exemple, pour faire du portage, ou comme on l'a fait sur, par exemple, JPEG pour la Barde, pour venir conforter un tour de table capitalistique pour pouvoir ensuite lever de l'endettement. On est plutôt évidemment à ce moment-là sur l'autre bilan et on fait bien attention, puisque c'est un sujet aussi parfois de partage avec des pays, de ne pas rentrer sur les sujets d'exploitation. Ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est surtout d'envisager un projet de développement d'une entreprise et de regarder quels sont les leviers par le capital qui vont permettre de les mener. Donc, on est assez agile sur ces questions-là. C'est pour ça qu'on travaille autant avec des pays qu'avec d'autres banques, puisque c'est un peu aussi notre rôle, c'est de sécuriser parfois des montages qui sont peut-être un peu plus compliqués parce que dans des territoires plus difficiles, sur des segments moins, je dirais, en développement, et on peut prendre un risque supplémentaire parce qu'on est banque publique en la matière, si on croit au business model qui nous est affiché. Et encore une fois, on peut intervenir sur des tout petits volumes, comme on peut intervenir sur des montants bien plus considérables quand on est sur des opportunités extrêmement intéressantes qui nécessitent que l'on puisse travailler là-dessus. La dimension régionale et la dimension nationale sont aussi à prendre en compte, puisque nous avons une direction de l'investissement au niveau parisien qui aussi regarde, par exemple, les éventuelles ouvertures qui doivent être faites sur les territoires de nouvelles structures liées à des grands groupes. Voilà. Ça fait partie aussi de notre travail. Mais en tout état de cause, ce qui nous dit de nous, c'est le projet. Quel est le projet? Est-ce qu'il y a une dimension d'acquisition de biens, de développement immobilier? Comment on peut l'accompagner? Quel va être le montant en capital nécessaire pour le faire? Et à partir de là, quelle est la levée de dette que le projet va générer et comment on intervient aussi dans ce montage de façon assez globale. Laurent Calbiac, évidemment, vous êtes beaucoup plus identifié sur le sujet de l'investissement en haut de bilan. Alors, rappelez-nous un peu dans quel cadre vous intervenez et en quoi le plan de relance a un peu modifié la donne. Alors, les interventions de BPI France en fonds propres, qui est une des grosses branches finalement des filiales de la holding BPI France, puisque la partie est plus bancaire, on va dire, la partie assurance export, les garanties publiques et la partie investissement en fonds propres. L'idée, c'est qu'on intervienne alors soit sur des fonds généralistes pour des PME, pour des ETI, au capital des entreprises. Donc, on le fait de façon assez massive, mais toujours en co-investissement avec des fonds privés. L'idée, c'est de faire un peu la banque courte échelle ou le fonds courte échelle. Toujours en minoritaire et dans le cadre de projets de développement ou de transmission, voilà. Bien sûr, tous les fonds de capital risque que nous gérons. Sur les fonds de capital développement, on gère aussi des fonds sectoriels importants comme le fonds de la filière bois, le fonds automobile. Le fonds aéronautique n'est pas chez BPI France puisque vous savez qu'il est chez Tikeo Capital Aerofound ACE Management. Et c'est un fonds important dans le cadre de la relance qui a été redoté. Alors, on a une autre activité que j'ai rapidement citée en introduction, qui est l'activité fonds de fonds, qui est très importante puisqu'elle permet de démultiplier cette intervention aux fonds propres des entreprises par toutes les sociétés de gestion qui elles-mêmes gèrent des fonds. Donc, le principe, c'est que un fonds se crée, il fait appel à des souscripteurs divers et variés et on va retrouver dans beaucoup de cas BPI France comme souscripteur généralement de l'ordre de 10 à 20%. On a accepté pendant justement la relance d'aller
un peu plus haut en quote-part pour faciliter les closings de ces fonds et pour que l'argent puisse circuler au final dans les entreprises. Donc les moyens, ils ont été renforcés, et notamment dans le cadre du tourisme, puisqu'on a créé le fonds tourisme 2. J'en dirai des mots tout à l'heure, mais le tourisme étant une activité historique assez forte chez BPI France, on a des moyens renforcés pour proposer davantage de moyens d'intervention au capital des entreprises sous forme d'actions, d'obligations convertibles, les schémas classiques. Merci pour vos réponses à tous les deux. Le deuxième focus, c'est sur le sujet de l'immobilier. Alors, on sait que de nombreuses entreprises en difficulté tentent de réduire leurs charges, évidemment, et que l'immobilier constitue souvent l'une des premières charges, avec les salaires, évidemment. Comment est-ce que la Banque des Territoires peut-elle intervenir sur ce sujet-là? Alors, effectivement, l'immobilier, c'est pas a priori le sujet de valeur de l'entreprise. Tenir des locaux, c'est important, mais à un moment donné, et aujourd'hui nous le vivons, ça représente parfois plus une charge qu'une valeur. Bon. Le vrai sujet, c'est le cœur de métier de l'entreprise, de son savoir-faire, matériel ou immatériel. Bon. Pour nous, on apprécie de travailler sur des montages immobiliers pour pouvoir créer les conditions de développement de l'entreprise. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans le cadre d'un accord national avec Bouygues sur Ginko, avec un gros investissement en local, on est quand même à pratiquement 25 millions d'euros, sur le développement d'un appareil commercial dans ce quartier nouveau de Bordeaux. Mais on a aussi la capacité à travailler de façon beaucoup plus modeste vis-à-vis de projets moins importants. Pierre Desports en parlera tout à l'heure, lorsqu'on fait un prêt subordonné à une société qui veut créer de nouveaux locaux. Moi, j'attire l'attention de tous sur la question de la charge immobilière dans des périodes de crise. Des pratiques qui sont parfois mieux usitées ailleurs qu'en France, sur notamment la question du leaseback. Ce sujet-là, c'est quand même effectivement parfois un peu délicat pour une entreprise de se séparer momentanément de son bien et de devenir son propre locataire. Mais la question de l'acquisition par un fonds que l'on peut constituer ou en direct par une société constituée également de locaux avec un modèle finalement de remise en location et d'apport en cash au départ, ça peut être un vrai sujet d'oxygène pour une entreprise qui a envie quelque part de retrouver de l'apport et qui veut se redonner de l'oxygène. Puisque, bon, Laurent a évoqué évidemment la question du PGE, mais le PGE n'est pas un élément exclusif. Et quand on est dans une dimension qui touche à la fonction de l'entreprise, au fonctionnement de l'entreprise, la question de l'immobilier peut être importante. Après, notre sujet principal, c'est de créer les montages financiers et juridiques qui permettent aux entreprises d'obtenir les locaux dont elles ont besoin. On le fait de plus en plus. Et c'est évidemment constitution avec d'autres banquiers de sociétés de SCI, permettant évidemment à l'entreprise de disposer du bien et d'être le locataire avec une charge prise en compte par nous. Et ça me paraît quand même quelque chose qui se regarde de plus en plus, sauf à considérer que l'immobilier est totalement inhérent au développement de l'entreprise et que ça doit être un bien propre de l'entreprise. Mais très honnêtement, ce qui se passe en ce moment rend un peu plus modeste l'appréciation de cette nature. Eh bien, pour éclairer votre témoignage, on va faire appel à un entrepreneur périgourdin, Pierre Desports, qui est en direct. On va juste brancher sa caméra et qui dirige la société Le Chêne Vert. Bonjour Monsieur Desports, vous voilà. Alors expliquez-nous déjà, avant qu'on fasse le focus sur le sujet immobilier, en une minute, le teasing de votre société. Qui êtes-vous? Ah, micro. Attendez. Il nous faut aussi. Ah, voilà. C'est mieux. Ouais. C'est bon. Bonjour à tous. Donc, Pierre Desports, directeur de la fromagerie du Chêne Vert. Donc, on est une entreprise de transformation de fromage de chèvre dans le nord du département de la Dordogne, au milieu d'un territoire d'industrie Périgord-Limousin. Voilà. Donc, notre marché est national et export sur du chèvre bio et du chèvre conventionnel. Quelques chiffres pour qu'on ait une idée de la taille de l'entreprise, salariés, chiffre d'affaires.
C'est 43 personnes et 7,5 millions de chiffre d'affaires. Et une entreprise qui existe depuis 1992. Très bien. Eh bien voilà, comme ça maintenant, pour ceux qui ne connaissaient pas encore, ils vous connaissent. Voilà. Expliquez-nous alors, voilà, vous avez travaillé avec la Banque des Territoires dans le cadre d'un projet immobilier. Expliquez-nous ce projet et comment vous avez connu déjà la Banque des Territoires sur ce sujet-là. Alors, on a connu la Banque des Territoires, alors, j'allais dire pas par hasard, mais un peu par connaissance, en fait, par un ancien directeur de la Caisse des dépôts de Bordeaux, qui nous a mis en relation avec Zili Fu, qui est notre interlocuteur régional, enfin, qui est basé sur Limoges, et donc mis en rapport effectivement avec la Caisse des dépôts et la Banque des Territoires. Donc on ne connaissait pas vraiment le dispositif et le champ d'action qui était possible, mais après des échanges réguliers, on s'est vite aperçu que la Banque des Territoires pouvait rentrer dans notre schéma de cautionnement de projet, en fait, aussi, donc par le prêt subordonné. Donc c'est plutôt une sécurisation de dossier. Patrick Martinez en parlait tout à l'heure, et donc là c'est tout à fait dans ce cadre-là, parce que le projet qu'on a, qui est un gros projet pour Chêne Vert, parce qu'on dépasse largement notre chiffre d'affaires, parce qu'on est à 10 millions d'investissements sur 7,5 millions de chiffre d'affaires. Alors il est énorme, il est gros, parce qu'on est contraint de déménager le site, donc de relocaliser ou délocaliser comme vous voulez, mais enfin c'est à 6 km, donc c'est pas très loin. Et donc on est obligé de repartir sur une entreprise totalement neuve, et donc l'investissement est très gros. Alors, on a des perspectives de développement, mais à l'instant T, c'est quand même un gros projet pour l'entreprise. Pendant ça, vous avez obtenu quelle aide donnez-nous le montant de l'aide de la Banque des Territoires, du prêt. Donc là c'est par un prêt subordonné de 500 000 €. Voilà. Et finalement, ce prêt qui vient en complément, puisque l'investissement est beaucoup plus important, quelle est la différence entre la relation que vous avez eue, la Banque de Territoire, à ce prêt, et puis les banques classiques avec lesquelles vous discutez par ailleurs? Le relationnel est quasi le même. Enfin, c'est une banque particulière, certes, mais le discours est le même. Les demandes sont similaires. Il n'y a pas de, le mode de fonctionnement est un peu différent, parce que la Banque des Territoires n'est pas une banque classique sur laquelle on peut faire un prêt ou ce genre de choses. Mais le montage des dossiers, le discours est le même. Enfin, c'est transparent par rapport à une autre banque. Ce que vous m'aviez expliqué, c'est que la marque Caisse des dépôts ou Banque des Territoires, c'est aussi un aspect rassurant pour vos autres interlocuteurs ensuite, quand on monte un projet comme celui-ci. Oui, en fait, donc la Banque des Territoires vient s'adosser à notre financement, donc par le biais d'un prêt subordonné, et donc ils viennent aussi. Alors ils sont pas rentrés au capital parce que c'était plus compliqué et difficilement, mais ils auraient pu très bien. Enfin, il en a été question à un moment donné. Rentrer au capital comme actionnaire, effectivement, donc ils ne peuvent être que minoritaires sur une entrée en action, mais même minoritaires, donc là ils sont pas au capital, mais ils sont adossés à Chêne Vert, donc ils partagent nos risques aussi, forcément, et donc comme ils se comportent comme un actionnaire complémentaire, et donc ils amènent une certaine caution aussi sur ce dossier-là, et de garanties complémentaires, parce que je pense que la garantie n'est pas à faire auprès de la Banque des Territoires. Mais je pense que c'est quand même aussi une marque de confiance de la Banque des Territoires à aller sur notre dossier. Et pour les banques, je pense que c'est un côté rassurant aussi. Eh bien, on vous remercie pour votre témoignage. Bonne continuation, et puis au plaisir de vous croiser en Dordogne. Voilà. Merci de profiter de manger vos produits surtout. Des excellents produits du Chêne Vert. Voilà. Merci, Monsieur Desport. Merci. On va poursuivre notre webinaire avec un troisième focus sur le sujet du digital.
Alors, la Banque des territoires agit, je cite, pour accélérer l'inclusion numérique dans les territoires. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles actions vous mettez en place pour les entreprises? Alors, la question de l'inclusion numérique, c'est surtout la question de l'apport pour tous et partout de l'offre sur le plan structurel. Ça veut dire qu'effectivement, cette grande promesse que nous faisons en France d'avoir un accès à une prise avec un accès à la fibre partout sur le territoire, c'est un sujet qui doit se réaliser par des apports faits notamment par la Banque des territoires et d'autres financeurs pour que le réseau puisse se développer. En Nouvelle-Aquitaine, on est très avancé sur ces sujets-là. On estime que dans les 5 années qui viennent, on aura une couverture optimisée parce que les collectivités locales et leurs syndicats ont mis en place très fortement des programmes de développement et nous avons été, la plupart du temps, des financeurs de ces opérations-là. Ce qui veut dire que pour les entreprises, ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura cet accès indispensable à Internet et à la communication sous tous ces formats, sur tous les territoires. Et nous, notre enjeu, c'est de pouvoir déjà créer les éléments de réseau. Premier sujet. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on puisse déployer au-delà des tuyaux le contenu. Et sur ces sujets-là, c'est une question, enfin, je veux dire, on ne connaît pas beaucoup sur ces questions-là. C'est la possibilité de venir investir dans des sociétés qui imagineraient du contenu pour développer des services. C'est un peu le côté artisan que j'évoquais tout à l'heure, du moment où on peut venir, toujours en minoritaire, pour appuyer certaines opérations. Par exemple, nous sommes en train de travailler sur le développement de services favorables au tourisme, pour les offices de tourisme et les entreprises du tourisme, sur la formation des salariés, en venant investir au capital d'une petite entreprise qui a développé un modèle extrêmement intéressant dans ce domaine-là. Nous sommes très intéressés par les sujets, par exemple, de déploiement de réponses de services médicaux ou permettant l'autonomie des populations sur les territoires. Parce qu'encore une fois, on peut préconiser autant que l'on veut, surtout en période de crise sanitaire, l'équité de traitement pour l'accès pour les personnes âgées à une gestion de prévention de la vieillesse et des maladies liées à la vieillesse, mais encore faut-il qu'il y ait un format de contenu qui passe dans les tuyaux qui sont posés aujourd'hui. Pour un travail que nous allons lancer dans les prochains jours avec le CHU de Bordeaux, qui est un gros pourvoyeur potentiellement de services dans ce domaine-là. Aujourd'hui, dans ce domaine-là, tout le monde connaît Doctolib comme étant la principale réussite, si je peux dire, de digitalisation des pratiques, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et il faut que l'on puisse encourager par des interventions capitalistiques, et on le fera très probablement souvent avec Laurent au niveau de PPI, donc c'est un des sujets phares aussi, la possibilité de créer des réponses. C'est aussi le volet éducatif qui est une cible. La création de hubs, par exemple, territoriaux sur le développement de la formation digitalisée. La crise actuelle montre à quel point ce sujet est vital. Ça a toujours été déjà un marché, mais c'est de plus en plus une obligation que de pouvoir répondre à la question de la formation distancielle. Dans ce domaine-là, on est en train de travailler notamment sur Poitiers, autour du Futuroscope, sur la création d'un hub permettant de regrouper un certain nombre de compétences publiques et privées sur le développement des véhicules de digitalisation des pratiques éducatives. Donc voilà, donc encore une fois, on est cette question-là, je finis là-dessus, se conjugue aussi sur des opérations plus ponctuelles, mais tout aussi importantes. On parle beaucoup en ce moment de développement du commerce digitalisé. La pratique, face à la crise, elle s'est beaucoup développée, par exemple, du click and collect. La question, par exemple, des plateformes commerciales ou des marketplaces est un sujet que tout le monde regarde maintenant dans l'urgence et dans la crise.
Nous sommes, par exemple, aujourd'hui opérateurs pour le compte des collectivités locales qui font appel à nos moyens pour pouvoir acheter un service pour lequel on va apporter une subvention de 20 000 euros par service acheté pour déployer une solution dans une ville. Voilà. Et ça, c'est une réponse publique, mais qui va embarquer tout un ensemble de petites entreprises qui aujourd'hui doivent survivre parfois en imaginant de nouvelles solutions et surtout toucher du doigt le fait que le digital, ce n'est pas que pour les autres. Il faut absolument y être. En parlant de digital, donc vous avez parlé de la santé ou de la e-santé. Il y a une question qui a été posée il y a quelques minutes. Où en est le fonds filière santé, recherche et industrie? Une question posée par Sabine Jean Dubourg. Là, je crois que c'était pas où en est, c'est où est le fonds filière santé. Oui. Alors, bon, il y a un fonds santé, je l'ai pas cité, chez BPI France qui s'appelle Innobio, qui existe depuis toujours, enfin en tout cas depuis la création de BPI France, donc Innobio. Bien sûr, il y a d'autres fonds privés très spécialisés sur la santé. Généralement, voilà, c'est vraiment le co-investissement qui est fait en matière de santé dans les ouvertures de capital que nous, on peut voir notamment en région. Et il y a aussi les fonds régionaux, puisque les fonds régionaux sont pas forcément toujours sectoriels, mais plutôt généralistes. Donc, il y a des fonds en région Nouvelle-Aquitaine qui peuvent intervenir dans le secteur de la santé, notamment, je pense à ACI, qui est un fonds qui est souscrit d'ailleurs par BPI France, mais qui est géré par Equity Gestion, qui intervient beaucoup dans les biotech de la région. Alors, on revient sur le focus du digital. BPI France lance IA Booster, un dispositif innovant d'accompagnement des PME et des ETI dans leur transformation numérique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et comment est-ce qu'on peut en profiter? Oui, alors, cadre général, la numérisation des entreprises, c'est un enjeu de compétitivité et de productivité pour le tissu économique, donc pour les TPE, les PME. Toutes les enquêtes montraient que la France était quand même assez en retard et les dirigeants, dès qu'on les interrogeait, avouaient que voilà, ils n'étaient pas forcément très prompts à la digitalisation. C'est en train de s'inverser. Patrick le rappelait, la crise permet parfois d'accélérer des mouvements. Il y a 3 dispositifs distincts dans le cadre de la numérisation des entreprises, dans le cadre du plan de relance, dont IA Booster. Mais je peux citer les autres, qui via France Num, la sensibilisation et des accompagnements collectifs. Il y a aussi quand même des aides à l'investissement, c'est pas négligeable dans le numérique, via l'Agence des services de paiement, l'ASP. Et donc, IA Booster, qui est un programme d'accompagnement, d'audit et d'accompagnement finalement, pour PME et entreprises de taille intermédiaire, qui ont déjà un premier niveau de maturité sur le numérique. Ça concernera tous les secteurs d'activité. Et c'est destiné à des entreprises qui souhaitent mettre en œuvre des solutions d'intelligence artificielle pour moderniser l'outil de production. Donc, qui dit programme d'accompagnement, généralement, il faut qu'on trouve les consultants, définir les modalités. Donc, pour l'instant, elles sont en cours de définition, donc il n'est pas encore totalement lancé, ce programme IA Booster. Et je pense que dès qu'il le sera, il y aura un petit peu de communication. Mais c'est opéré par BPI France. D'accord, il sera déployé en 2021, c'est ce qui a marqué effectivement sur le site du plan de relance. Ça, voilà, l'encre n'est pas totalement sèche et la définition à la fois du contenu du programme et notamment des consultants, parce que c'est des gens extérieurs qui généralement travaillent pour notre compte dans le cadre des accélérateurs ou des sujets de diagnostic, sont en cours de choix. Très bien. Allez, je prends une question qui vient juste de tomber de Damien Louessard. Dans quelle mesure la création de hubs territoriaux va-t-elle se coordonner avec les campus connectés? Je ne sais pas. Oui, je la prends. Les hubs territoriaux, les campus connectés, ce sont des sujets complémentaires. On est également l'opérateur régional du PIA pour le compte du commissariat général ou du secrétariat général pour l'investissement. Donc, c'est la Banque des territoires qui relaie les appels d'offres, les appels à manifestation d'intérêt plus exactement, et aide les structures à monter leur dossier. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs campus connectés qui ont été labellisés et vont être subventionnés par le PIA, que nous avons suivis, que nous continuerons à accompagner, parce qu'en plus, la plupart du temps, ils se situent dans des territoires de type Action Cœur de Ville, un sujet que nous portons au niveau de la Banque des territoires à côté de l'État. Donc, effectivement, ces campus connectés sont le réceptacle. Les hubs sont des sujets de création de valeur qui vont ensuite être utilisés par les sites. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a, par exemple, un projet actuellement sur Cognac
ou sur Villeneuve-sur-Lot, hein, qui a été labellisé. On a besoin, je dirais, d'avoir des sites dans lesquels on va inscrire ces formations digitales et également besoin de travailler sur les véhicules qui vont permettre la digitalisation des pratiques pédagogiques. Donc, on est bien sur des sujets de dimensions différentes et complémentaires. Ok, merci pour votre réponse. Allez, un focus filière supplémentaire, celui du tourisme. On sait que dans le cadre du plan de relance, certains secteurs sont soutenus prioritairement, l'aéronautique, l'automobile, et donc le tourisme, secteur en souffrance s'il en est. On ne va pas évoquer tous les dispositifs qui sont prévus pour les acteurs de cette filière, mais donner quelques exemples concrets. Monsieur De Calbiac pour BPI France, expliquez-nous comment est-ce que vous intervenez. Oui, donc voilà, parmi les plans thématiques qui sont déployés par BPI France, je l'avais cité en introduction. C'est d'ailleurs un secteur d'activité, le tourisme, où BPI France de tout temps a été assez impliqué. Donc on connaît relativement bien ce secteur, notamment l'hébergement privé, des acteurs privés. Alors déjà, dans le plan de soutien, il y avait déjà des mesures qui étaient spécifiques au tourisme. Bon, ça a commencé par le report des échéances et c'était dans le cas général plutôt 6 mois et pour les acteurs du tourisme, c'était 12 mois, donc 2 fois 6 mois. Secteur capitalistique, souvent déjà avec pas mal de dettes pré-crise, donc il y a eu beaucoup d'opérations de réaménagement de dettes, puisque ça se fait aussi avec les banques privées, mais et ça se fait aussi d'ailleurs avec les créanciers publics. Le PGE a été étendu avec le PGE saison et on a commencé aussi à lancer, grâce à la Banque des Territoires, puisque c'est un dispositif qui nous est permis de déployer grâce à notre actionnaire, le prêt tourisme Covid, donc des prêts de trésorerie pour les acteurs du tourisme en complément des PGE. Dans le cadre du plan tourisme, moyens renforcés, donc on a 4 principaux dispositifs. Le prêt tourisme, c'est vraiment la mesure phare. Donc on a une capacité d'1 milliard d'euros au niveau national de prêts. Donc ce sont des prêts moyen terme très intéressants parce qu'ils sont sans garantie sur des durées longues. On peut aller jusqu'à 10 ans, voire 12 ans, avec 2 ans de différé, voire plus, généralement 2 ans. Et on finance de l'immatériel, du besoin en fonds de roulement dans le cadre de projets de développement. Donc ça, c'est vraiment une mesure phare et on a déjà fait un certain nombre en région et voilà, ça continue. Deuxième dispositif, c'est un fonds qui s'appelle FAST, qui permet de faire des interventions simplifiées en quasi-fonds propres sous forme d'obligations convertibles sur des montants entre 50 et 400 000 euros. Donc là, on s'adresse à des acteurs qui font de l'ordre de 1 à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va dire. Un fonds tourisme qui existait déjà, qui a été redoté. Donc, on a un fonds d'investissement tourisme qui s'appelle FIT2. Et puis, la partie conseil, toujours importante, l'accompagnement. Donc, des modules de formation gratuits en ligne sur le site BPI France Université. Des diagnostics rebond tourisme, diagnostic 360 rebond tourisme. Donc, des missions de conseil plus poussées pour savoir comment repositionner le business model, l'activité, etc. Et enfin, des accélérateurs tourisme aussi, où là, on prend une grappe d'entreprise et qu'on va booster pour leur développement. Donc, ça fait 4 mesures assez fortes au global. 4 mesures assez fortes, oui, vous le dites, et on va aller chercher un témoignage auprès de Benoît Germano pour qu'il nous explique comment, lui, il a profité du soutien de BPI France. Alors, expliquez-nous, vous êtes le co-gérant de Santosha. Déjà, quelques mots sur votre établissement. Bonjour à tous. Santosha, c'est une entreprise, un restaurant qui a été créé en 2007 à Bordeaux par mon associé, que j'ai rejoint il y a maintenant 4 ans quasiment. Et on a un restaurant qui a pour principale activité sur le marché de l'Asie du Sud-Est, indonésien et thaïlandais. Voilà, donc en mode un peu street food, donc assez simple. On mange bien pour pas très cher. Voilà. Aujourd'hui, vous avez combien d'établissements et aujourd'hui, encore plus précisément le 14 janvier, comment est-ce que ça fonctionne quand on est une enseigne de restauration? Donc aujourd'hui, on a 10 établissements ouverts à travers la France. Donc plusieurs, 4 qui sont centrés autour de Bordeaux. Et on a développé un réseau de franchises. Donc il y en a 7 en propre et 3 en franchise à aujourd'hui. Donc qui sont existants et le Covid nous a un petit peu ralenti parce qu'on était en pleine période de développement. Donc il y a quand même d'autres sites qui vont ouvrir très prochainement. Là. Donc la semaine prochaine notamment à Senan par exemple. Ma question aujourd'hui pour faire un point aujourd'hui sur l'activité.
On peut dire que c'est assez compliqué, mais on peut dire un peu la chance d'avoir une activité qui peut bénéficier du service de vente à emporter et de livraison. Donc, on était déjà présent sur ce secteur avant le Covid. Et donc, du coup, on a pu maintenir une partie de notre activité grâce à cette partie-là. Donc, toute la partie sur place, évidemment, n'existe plus. Mais la partie vente à emporter et livraison, jusqu'à ce soir pour la vente à emporter, on en saura peut-être plus tout à l'heure, mais nous permet de maintenir une activité en bénéficiant des aides de l'État aujourd'hui, hein, qui sont par rapport au chômage partiel et grâce à BPI, au PGE aussi, qui nous ont permis de maintenir une activité minimum, on va dire. Alors, expliquez-nous pourquoi est-ce que vous avez fait appel à BPI France? Alors, on a fait appel à BPI France dans le cadre de notre développement, hein, dès le départ. Pour faire un petit historique, je suis un ancien chargé d'affaires professionnel auprès d'une banque. Donc, je connaissais BPI par cet intermédiaire-là, puisqu'on faisait régulièrement appel à BPI en termes de co-garantie, enfin de contre-garantie, qui intervenait pour donc garantir le développement d'autres entreprises. Et aujourd'hui, chez Santosha, on a fait appel à BPI au démarrage pour notre développement dans le cadre d'un cofinancement. Donc, BPI nous a prêté la somme de 90 000 € pour ouvrir notre deuxième enseigne. Et BPI intervient avant le Covid dans un deuxième cadre en termes de contre-garantie pour d'autres sites. Et là, très régulièrement, enfin, on va dire que très récemment plutôt, BPI est intervenu dans le cadre du PGE et dans le cadre du pré-tourisme, qui a été développé par M. de Calbiac juste avant. Voilà, donc notre objectif, c'était de nous développer et de créer d'autres points de vente. Et donc, le pré-tourisme est venu. Donc, on est en train de le mettre en place. Il a été accordé en décembre 2020, donc c'est vraiment très récent. Et on est en train de le mettre en place avec nos contacts régionaux pour un déblocage courant janvier, début février. Ça doit vous permettre quel développement sur 2021? Alors, l'objectif qui était fixé avant la deuxième période Covid était de faire une dizaine d'ouvertures sur l'année 2021. Donc, sachant qu'il y en a quand même 5 ou 6 qui sont déjà actés, qui étaient déjà actés et qui sont en cours de finition. Donc, j'espère qu'on va pouvoir tenir cet objectif-là. Très bien. Ben, merci, bon courage, et puis j'espère pouvoir aller déjeuner ou dîner dans vos établissements le plus rapidement possible. On le souhaite tous, je pense. Ah ben, je vous avouerai que là, de ce côté-là, il nous tarde de pouvoir retrouver nos clients à table. Voilà. Parce que bon, la vente à emporter, c'est sympathique, mais notre cœur de métier, c'est quand même le service à table, puisqu'on fait partie de la restauration traditionnelle. Donc, on espère retrouver nos clients assez rapidement. Voilà, donc, mais on est conscient que BPI alors on n'a pas travaillé avec la Banque des Territoires encore. Peut-être que ça viendra un jour. Mais BPI nous a accompagnés sur le sujet. Et donc, on espère pouvoir repartir à fond très prochainement. Merci pour ce témoignage et puis cette lueur d'optimisme quand même. Merci, M. Germano. Ben, il faut, j'espère. On pense que c'est. Enfin, moi, personnellement, je pense que c'est un passage et que d'ici quelques mois, la situation va revenir à la normale et qu'on pourra revenir dans les restaurants, dans les bars, dans les salles de sport, parce qu'il n'y a pas que nous, et puis dans toutes les autres activités qui sont impactées par cette période-là. Donc, j'espère il faut que les acteurs continuent de nous aider et puis que les financeurs nous suivent, hein, les banques au-delà de BPI, les banques aussi, quoi, tout simplement. Merci pour ce discours. Merci à vous. Dernier focus filière, c'est celui sur la transition écologique. Alors, le plan de relance repose sur 3 piliers essentiels: la souveraineté économique, la cohésion sociale et territoriale et donc la transition écologique.
On a plusieurs questions qui avaient été posées sur ce sujet-là par les internautes en amont du webinaire. J'en ai choisi quelques-unes et puis après, on s'attardera sur celles qui ont été posées en direct. Marie-Pierre Esposito, qui travaille chez Pacifica, nous demande quelle est la place de l'hydrogène dans le plan de relance. Alors, juste avant de répondre à ça, je remonte un tout petit peu d'un cran pour expliquer votre intervention dans ce domaine-là. La Banque des Territoires est aujourd'hui actionnaire de quasiment toutes les SEM Énergie de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, à partir de là, elle est en situation de financer indirectement un certain nombre de projets pouvant être apportés au titre de la production énergétique dans toutes les thématiques, hein, et notamment photovoltaïque, éolien, etc., etc. En ce qui concerne la partie hydrogène, on a 3 objectifs. Le premier, c'est la production et la distribution de l'énergie verte. Donc, le biogaz en fait partie, l'hydrogène vert également. Le deuxième sujet, c'est la transformation des flottes de matériel roulant, de façon à pouvoir utiliser effectivement l'hydrogène. Donc, sur la partie GNV, et comme vous le savez, en production électrique à partir de l'hydrogène. Et le troisième sujet, c'est le développement de nouvelles infrastructures pour ces filières. Parce que c'est pas le tout d'avoir une production d'hydrogène, encore faut-il pouvoir faire le ravitaillement des véhicules. Et là-dessus, on travaille sur les stations d'avitaillement. On en a ouvert, on est en train d'en ouvrir une, notamment sur Longo. Donc, voilà les 3 éléments sur lesquels la Banque des Territoires, encore une fois, peut être un investisseur auprès d'une société qui se constituerait autour de ce sujet-là. Est-ce que M. Calbiac, vous souhaitez ajouter quelque chose sur l'hydrogène? Alors, sur l'hydrogène, je pense que Patrick maîtrise mieux le sujet. Bon, nous, on voit quand même poindre, notamment en région, des acteurs privés voilà, qui vont notamment répondre à des appels à projets importants qu'il y a au niveau national, voire européen ou local, régional, pour à la fois de la R&D et puis de la mise en œuvre de solutions. Donc voilà, je pense qu'on va avoir de belles surprises sur l'hydrogène dans les années à venir, hein, puisque là, on n'est pas sur une vision court terme, mais plutôt moyen-long terme. Ouais, et la Nouvelle-Aquitaine est bien positionnée sur cette question-là. Globalement, elle est très bien positionnée sur la TEE. Il faut savoir que c'est quand même la première région de France en production d'énergie renouvelable. Et on a beaucoup de croisements entre la recherche, la dynamique industrielle et la capacité d'investissement sur des sites au lac, autour de Bordeaux également, hein, où on a des acteurs qui proposent des modélisations qu'on est en train de regarder. Yannick Lemoller, qui travaille pour le groupe La Poste, qui vous adresse la question suivante. La logistique urbaine rentre-t-elle dans le périmètre du plan de relance? Évidemment que oui. Et nos amis de La Poste, que nous connaissons bien, puisque bon, nous venons de recapitaliser au niveau Caisse des dépôts le groupe La Poste, nous essayons de travailler avec eux sur cette question, notamment du dernier kilomètre. On peut toujours parler de développement durable, mais il y a des éléments que l'on arrive difficilement à maîtriser, pour lesquels on cherche toujours des solutions. Et de toute nature d'ailleurs, hein, il y a en ce moment un certain nombre de recherches qui se font avec des perspectives de création, autant sur des sujets extrêmement modestes, comme par exemple le fait de pouvoir développer de la flotte, hein, de véhicules légers, non polluants, voire de vélos, hein, pouvant transporter sur le dernier kilomètre à partir d'entrepôts, comme l'usage, par exemple, de tous les fonctionnements de drones permettant de faire, à partir d'éléments de stockage légers, de l'apport jusqu'au site de produits pouvant être commandés par des entreprises ou des particuliers. Donc, on est extrêmement intéressé par ces sujets-là. Le groupe La Poste a lui-même développé des solutions dans ce domaine-là, et nous essayons effectivement de croiser ces solutions-là parce qu'on le vit d'autant plus qu'on est à Bordeaux, hein, et qu'on connaît les problématiques de circulation et d'embolisation, qu'on a une collectivité qui est très allante, hein, sur ces sujets-là. Donc, nous souhaitons vivement pouvoir développer des solutions locales, hein, pour pouvoir apporter ce service supplémentaire qui permettrait de mieux vivre la ville et de mieux vivre le service dans la ville. Une question qui est tombée pendant le direct de Céline Octoma. Comment la Banque des Territoires sélectionne-t-elle les projets qu'elle accompagne? Activité, taille, perspective de croissance.
J'ai envie de vous dire comme un banquier traditionnel, c'est-à-dire que évidemment, il faut déjà que nous soyons en discussion sur le business model de l'activité qui nous est proposée. Regardez évidemment les fondamentaux de l'entreprise qui veut se développer avec nos apports. On est, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de problématique sur la sélection par la taille. On va être plus attentif à la valeur de ce qui nous est proposé au titre de l'activité, de son impact territorial. C'est là que l'on retrouve la marque Banque des Territoires. C'est encore une fois être capable d'apporter 500 000 euros sur une entreprise qui se relocalise et qui, Pierre Desports l'a évoqué tout à l'heure, va créer 15 emplois de plus, recréer une entreprise totalement sur le plan immobilier à 6 km pour mieux correspondre aux problématiques environnementales. C'est un vrai pari. Donc, on n'est pas allé se dire, bon, ce n'est que 500 000 qu'il faut positionner, donc ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le développement qu'il y a derrière ça et le maintien d'une activité en milieu rural à caractère agroalimentaire et industriel. Et ça, c'est extrêmement symbolique. Donc, on est attentif à toutes les natures de projets. Alors, évidemment, les micro-projets sur des seuils extrêmement bas ne vont pas correspondre à nos modèles d'apport et d'investissement. Mais bon, là, je viens de citer une société sur laquelle on est capable de faire 500 000 euros, on peut descendre plus bas. Encore une fois, c'est la qualité du modèle et son impact sur le territoire qui vont être assez déterminants. Je veux m'adresser à Pacôme Bessereau qui nous interroge. Pouvons-nous avoir les contacts des intervenants? Alors, ce que je vous propose, pour lui comme pour les autres internautes, c'est qu'Invest in Bordeaux, qui organise ce webinaire, récupère les coordonnées des deux témoins et des deux invités du jour, Laurent Delcalbac et Patrick Martinez. Et sur les réseaux sociaux d'Invest in Bordeaux ou sur le site web, cet après-midi, vous trouverez les coordonnées utiles de tout le monde. Voilà, comme ça permet de tout agglomérer sur une seule publication. Parce que là, en direct, ça va être un peu compliqué. On ne va peut-être pas donner les numéros de portable de tout le monde. Vous qui êtes des observateurs avisés de l'économie ici en région en Nouvelle-Aquitaine, je voulais quand même avoir votre regard. Il n'y a pas de boule de cristal et puis on comprend bien qu'en ce moment, chaque jour, on essaye un peu d'avoir de visibilité, mais tout est très compliqué. J'aimerais quand même avoir votre point de vue sur ce qui nous attend en 2021. Et Laurent a évoqué tout à l'heure une valeur qui est forte et qui est partagée au sein du groupe Caisse des dépôts, c'est la notion de contracyclicité. C'est quand même assez exceptionnel de mettre 20 millions d'euros générant 300 millions d'investissements sur le Futuroscope dans une année où le Futuroscope a été ouvert au public que très partiellement. Et ça donne exactement l'exemple de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire avoir confiance dans l'avenir, c'est-à-dire investir pendant la crise. Je veux dire, les Chinois nous l'ont appris. Je dirais, ils ont une variable en la matière qui est de dire que la crise est une situation d'opportunité. Moi, j'estime qu'en la matière, même si beaucoup réfléchissent en surexposition au risque, et je peux comprendre le sujet sur le domaine bancaire, c'est un vrai sujet, notre intention, c'est de faire en sorte que l'argent qui nous est confié, puisque nous fonctionnons beaucoup sur les fonds d'épargne, donc l'argent des Français aille au développement territorial. Quand on dépose de l'argent sur un livret aujourd'hui, c'est aussi pour faire en sorte que le bâtiment, à travers le logement social, puisse se développer et que l'on puisse apporter du capital possible et du prêt à tous ceux qui ont envie de poursuivre malgré la crise. Et encore une fois, je veux dire, la crise, c'est un sujet qui ne doit pas être durable dans les esprits. Parce que la pire des crises, c'est pas la crise sanitaire, c'est la crise de la confiance, au final. Et notre enjeu, c'est évidemment, dans une logique de relance, c'est-à-dire une logique de l'offre de services, de pouvoir recueillir des projets. Sans projet, nous ne pourrons pas faire de relance. Et donc, l'important pour nous, c'est aujourd'hui d'accompagner ceux qui ont envie de regarder au-delà de la ligne d'horizon de la crise sanitaire pour pouvoir continuer à développer ce territoire de Nouvelle-Aquitaine. Laurent Delcalbac. Alors, côté BPI France, nous conservons une vision optimiste. D'ailleurs,
l'optimisme, si vous regardez nos publications, ça fait partie des 4 valeurs de BPI France. D'ailleurs, c'est, je pense, une valeur partagée par les chefs d'entreprise qui sont par nature optimistes. D'ailleurs, on a toujours considéré, si vous écoutez les prises de parole publiques de Nicolas Dufour, notre directeur général, qu'on était un peu dans un gros nuage, et qu'à la sortie du nuage, il n'y avait pas de mur, en fait. C'était souvent les expressions qu'il emploie, parce que la crise, elle est d'abord sanitaire et pas économique. Donc, les fondamentaux étaient quand même assez bons avant crise. Voilà. Et il y a eu tous ces dispositifs publics pour soutenir. Alors, bien sûr, selon les secteurs d'activité, puisque nous, on intervient vraiment tous secteurs d'activité, et puis en région Nouvelle-Aquitaine et sur Bordeaux, c'est très diversifié. C'est très variable selon, on a parlé beaucoup du tourisme, bien sûr l'événementiel, les traiteurs, c'est moins de 80% de chiffre d'affaires, donc c'est très difficile. Je vous parle pas de l'aéronautique ou de l'aérien, voilà. Il y a des secteurs qui souffrent beaucoup et il y en a qui s'en sortent plutôt bien, hein, globalement. Donc il y a des secteurs qui progressent puisque dans toute crise il peut y avoir des opportunités. Il y a des phénomènes de concentration ou d'acquisition, hein, des entreprises qui se rachètent entre elles. Donc, des secteurs qui se renforcent. D'ailleurs, je vous renvoie à l'étude, puisque BPI France publie tous les semestres, et c'est la 72e, donc ça fait déjà un paquet d'années, une étude de conjoncture des PME. Je peux vous citer les 5 bullet points qui ressortent. Chiffre d'affaires et investissement des PME qui se sont nettement contractés en 2020. Bon, ça, c'est pas une surprise. De même que l'emploi, mais dans une moindre mesure. Les PME estiment en majorité être en mesure de surmonter les difficultés financières rencontrées, notamment parce que voilà, le PGE reste en grande partie mobilisé. 4e point, la deuxième vague épidémique semble avoir retardé la reprise d'activité sans la remettre en cause, avec un retour à la normale prévu à partir du 2e semestre 2021. C'est un échantillon de plus de 5100 entreprises au niveau national, donc c'est quand même un échantillon représentatif. Voilà, et des perspectives d'embauche et d'investissement qui continuent de se redresser malgré le 2e confinement. Donc, le retour qu'on a des questionnaires qu'on envoie tous les 6 mois aux chefs d'entreprise français sont encore plutôt positifs. Je pense qu'on a la chance en France d'avoir quand même un État-providence qui nous protège. Le plan de relance 100 milliards, je lisais récemment que je crois qu'un mois de confinement, ça coûte 15 milliards d'euros à l'État, donc aux Français, c'est majeur. Mais ça aura quand même permis d'éviter des centaines de milliers de salariés de rester en chômage partiel, c'est quand même pas négligeable, et puis d'éviter des cascades en faillite pour les entreprises. Et j'ai vu les derniers chiffres et j'étais surpris, mais les défaillances des entreprises en 2020 sont en recul en fait de 40%, alors qu'on aurait pu s'attendre. Alors peut-être qu'en 2021 il va y avoir plus de défaillances, mais pour l'instant on a été relativement protégés, donc c'est quand même une chance, je pense, pour le pays. Merci. Bon, on aura tous compris que la relance est devant nous et qu'il est important d'y croire. En tout cas, vous êtes là pour faire en sorte que tout ça tienne et que voilà, de nouveaux projets voient le jour dans les prochaines semaines, les prochains mois. Au nom du président d'Invest in Bordeaux, Gérard Fruit, je tiens à remercier nos 4 intervenants ou participants du jour. Je remercie également les internautes qui nous ont suivis en direct. Vous trouverez donc dans l'après-midi les coordonnées des différents intervenants ou témoins sur les réseaux sociaux et le site web d'Invest in Bordeaux. Et puis en attendant de nous revoir tous physiquement, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée à tout le monde.